Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui sont déjà abonnés, bienvenue sur la chaîne. Et aussi pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Alors, mon confinement s'est très bien passé. Mon confinement s'est passé mieux que prévu. Par contre, j'avais peur j'avais peur vraiment de déprimer. Je me disais, je vais déprimer à rester comme ça, à pas pouvoir sortir de chez moi. Je vais tomber malade, je vais être constipée, je vais avoir des problèmes de santé, je vais être dans un état, ma tête va être comme ça. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. Mon confinement s'est très bien passé. Je n'ai pas eu de constipation, je n'ai pas été malade, aucun problème de santé. Et en plus, ma tête, psychologiquement, j'étais vraiment reposée. Donc tout s'est bien passé. Alors, je n'ai pas trop souffert du confinement. Je n'ai pas trop souffert du confinement et d'ailleurs mon confinement s'est passé mieux que prévu. Par contre, il y a une chose que je ne m'attendais pas du tout pendant mon confinement, c'est que je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. Parce que je me disais pendant le confinement, je vais être tranquille chez moi, je vais pouvoir travailler chez moi, mais je vais être cool, je vais m'organiser comme je veux, hein, je vais être cool, je vais faire les choses en douceur. Et puis finalement, je n'ai jamais été aussi bousculée de ma vie pendant le confinement, mais c'est incroyable. Je n'ai jamais été autant occupée de ma vie. J'ai jamais eu autant de travail de ma vie pendant que j'étais chez moi. Pendant le confinement, c'était pire que si je sortais même pour aller faire des courses ou, je sais pas, pour aller me balader, c'était pire. J'avais encore plus de travail, mais c'est juste incroyable. Et j'ai jamais autant bossé, j'ai jamais été autant active de ma vie que pendant le confinement. Et je me disais, moi je comptais sur le confinement, je me disais, on rentre en confinement. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je me disais, je vais pouvoir me reposer, il y a le confinement, hein, je vais mettre les pieds sous la table chez moi, je vais pouvoir prendre un thé dans le canapé, me mettre à l'aise et tout ça. Et puis finalement, c'est pas ce qui s'est passé au fait. C'est que j'ai même pas eu le temps de faire mes siestes pendant le confinement, tellement j'étais prise. J'ai pas arrêté d'avoir du travail. Et c'est aussi la vie qui a changé, je pense, mon organisation qui a changé, qui fait peut-être que j'étais un peu plus occupée qu'avant. Sinon, j'ai pas souffert du confinement parce que je suis dans un quartier où il y a quand même pas mal de verdure. Mon quartier, au fait, c'est un quartier qui est un peu comme à la campagne. C'est-à-dire que c'est dans une ville. Mon quartier est dans une ville, mais à côté de mon quartier, il y a des magasins. Il y a des magasins qui sont à côté. Et je suis à 5 minutes du centre-ville. Et c'est que des arbres. C'est vraiment... il y a de la verdure, on peut se balader, il y a des jardins. Et vraiment, c'est un quartier qui est tellement bien. Alors, je dis pas qu'il y a des problèmes. Hein, je dis pas que, bon... hein, il peut y avoir, des fois, il peut y avoir des tensions, des gens qui sont pas contents. Mais sinon, le quartier lui-même est bien. Et... il y a des belles promenades à faire et mon quartier, c'est vrai, est tellement bien que j'ai vraiment la chance d'être dans ce quartier, je reconnais. Et donc, j'ai pas trop souffert du confinement comme les personnes, par exemple, qui sont des fois, qui ont des immeubles, qui ont des grands immeubles devant elles. Donc, les personnes qui sont vraiment confinées avec des immeubles partout, je comprends que là, c'est peut-être moins marrant d'être en confinement. Mais là, j'ai pas vraiment souffert du confinement. Puisque je sortais un petit peu, je prenais mon attestation, mais je sortais un petit peu. Donc ça, au fait, on en reparlera une autre fois, parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est le confinement et le déconfinement, c'est pas vraiment le sujet. Aujourd'hui, le sujet que je voudrais aborder, c'est la question suivante. Voilà. J'ai remarqué au fait qu'on construit des robots. De nos jours, on se met à construire des robots pour nous faire croire au fait qu'il n'y a pas des êtres humains qui sont intelligents sur la Terre. Et en effet, c'est vrai que on va toujours chercher des imbéciles, que ce soit pour les formations, on va nous chercher des imbéciles. Mais c'est que des imbéciles. Regardez par exemple cet imbécile, il y a quoi, il y a près d'une semaine, là, cet imbécile là qui nous montre, je suis désolée, mais cet imbécile, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une démonstration, il a voulu nous montrer comment on peut tuer quelqu'un en 10 minutes. Donc lui, c'est un gars, je pense, qui peut-être s'y connaît dans la matière, je ne sais pas. Mais regardez le mec, il nous montre comment on peut tuer quelqu'un en 10 minutes. C'est-à-dire qu'il suffit, voilà, d'écraser au fait le cou de la personne et la personne, elle meurt. Et le gars, il nous montre ça en 10 minutes. Mais c'est incroyable qu'aujourd'hui, on peut pas... Il y a plein de gens qui cherchent du travail. Dans les quartiers, il y a plein de gens qui sont au chômage.
On ne peut pas recruter des gens intelligents et on va chercher des imbéciles pour travailler et en plus qui sont là que pour tuer les gens. Moi, je suis désolée, mais je pense qu'il faut vraiment que il faut que la société change parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus. Mais vous savez, on parle des États-Unis, mais c'est pas qu'aux États-Unis. Hein, je veux dire, ce genre de choses-là, ça se passe pas qu'aux États-Unis. Parce que là, forcément, on est capté sur les États-Unis. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de violence aux États-Unis, mais la violence, elle existe partout et c'est pas qu'aux États-Unis. Et les gens intelligents qui cherchent à travailler et qui n'arrivent pas à trouver du travail, malheureusement, il y en a plein et pas qu'aux États-Unis et même en France. Et ces gens-là, on ne les embauche pas et on va chercher des imbéciles, hein, des imbéciles qui n'ont aucune notion de la vie humaine, qui n'ont aucun respect des humains et qui sont là que pour la violence. Et ils sont décorés, ils sont tranquilles, on les admire. Voilà, non mais c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et je suis désolée, mais pour se permettre de faire ça, c'est que le gars, il sait qu'il y a des gens peut-être qui vont le féliciter à côté ou qui vont peut-être qui vont peut-être être contents, qui vont l'admirer. Voilà, c'est un héros pour lui. Pouvoir tuer quelqu'un comme ça en 10 minutes, mais non mais c'est n'importe quoi. Vous croyez pas peut-être qu'il y a d'autres capacités quand on veut travailler dans la vie que ce genre de sauvagerie, moi je sais pas. Mais dans quelle société on est? On est dans quelle société? On est en 2020, mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Alors, par rapport à l'affaire George Floyd, je ne vais pas je ne vais pas aller en détail dans cette affaire parce que il y a des youtubeurs, des personnes sur YouTube qui ont vraiment très bien détaillé cette affaire et qui en ont parlé vraiment d'une façon formidable. Donc, je ne vais pas me mettre encore à partir en détail dans l'affaire George Floyd, hein, et à tout vous détailler et à répéter tout ce que j'ai entendu sur d'autres chaînes parce que bon, ce n'est pas la peine. Moi, je fais ma chaîne de façon personnalisée, donc mon but, ce n'est pas de répéter ce que j'ai entendu. Mais en tout cas, j'ai vu vraiment des super discours et des super vidéos sur George Floyd. Oh, j'ai du mal à prononcer ce nom-là. George Floyd. Ok, George Floyd. En ce moment, je révise mon anglais, donc un peu de pitié. Alors non, mais je vais pas rigoler parce que c'est vrai que c'est très tragique, c'est très tragique, donc je ne rigole pas. J'ai pas envie de rire, voilà. Mais au fait, il y a des gens qui ont fait des super vidéos sur George Floyd. Et donc moi, je vais pas partir dans les détails parce que je pense que tout a été dit sur George Floyd. Mais par contre, je vais juste vous donner quelques impressions pour résumer. Alors, il y a une chose que j'ai entendue. J'ai lu dans un article, George Floyd, il est mort parce qu'il était drogué, parce qu'il était toxicomane. Non mais, excusez-moi, mais vous croyez qu'il y a besoin d'être, est-ce que vous pensez qu'il y a besoin d'être toxicomane pour mourir quand on vous écrase le cou? Quand quelqu'un piétine votre cou, vous avez besoin d'être toxicomane ou d'avoir bu du champagne, ou je sais pas, d'avoir bu de la vodka pour mourir. Non, mais il faut arrêter, quoi. Faut arrêter, je veux dire, mon cher, t'as bu de l'eau minérale, t'as bu du jus de fruits, t'as bu du Fanta, t'as bu du Coca, n'importe quoi. Quelqu'un qui vient écraser ton cou, mais tu meurs. Je veux dire, t'as même pas besoin d'être drogué, quoi. Quelqu'un qui vient écraser ton cou, tu meurs, n'importe qui. Vous êtes là, vous êtes en train de boire, je sais pas, un jus d'ananas, du Fanta, du Coca dans un maquis. N'importe qui va venir vous écraser le cou, vous allez mourir. Même si vous êtes en train de boire de l'eau, c'est pas une question d'être drogué, mais c'est du n'importe quoi. Et d'abord, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une personne qui est droguée? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un toxicomane? Mais quand je dis toxicomane, je ne dis pas quelques grammes, Je ne parle pas de quelques grammes, mais le vrai drogué, ce qu'on appelle le vrai toxicomane, c'est-à-dire la personne qui ne peut même pas s'arrêter, là, la personne qui se pique matin, midi, soir, et qui est comme ça, qui est courbée comme ça. Vous savez ce que c'est qu'un toxicomane? Vous avez déjà vu un toxicomane, vous, et vous êtes là, ouais, George Floyd, il est mort parce qu'il est toxicomane. Non mais arrêtez les conneries, quoi. Le mec, vous croyez que le mec, c'est un grand toxicomane? Un homme comme ça qui peut marcher, la police peut aller le chercher, il peut marcher, se tenir debout comme ça, et marcher normalement, et il est toxicomane. Vous savez ce que c'est qu'un toxicomane? Moi, j'ai été dans des quartiers, des grands quartiers en France, c'est pas des petits quartiers, même des grands quartiers, des quartiers riches. J'ai été dans des quartiers riches,
dans des quartiers riches où il y avait des toxicomanes. Mais c'est même pas une question de ghetto, parce que des fois, quand on entend parler de toxicomanes, on parle de quartier pauvre. Non, non, c'est pas une question de quartier pauvre. Moi, j'ai vu des toxicomanes dans des grands quartiers en France, dans des quartiers riches. Dans des quartiers riches, j'ai vu des toxicomanes. Et j'ai même vu l'enfant d'un médecin qui était très riche, qui était toxicomane. L'enfant d'un gars qui était riche, hein, c'était pas un pauvre. Et il était toxicomane. Donc la toxicomanie, ça peut toucher tout le monde. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question d'être riche, d'être pauvre. Donc ça, je précise. Et moi, dans des quartiers riches, j'ai vu des toxicomanes qui étaient comme ça. Ils étaient courbés, ils pouvaient pas marcher. Ils avaient mal partout parce qu'ils se piquaient matin, midi, soir. Ça, on appelle ça un toxicomane. Mais n'allez pas me dire que George Floyd était toxicomane. Et en plus, regardez comment il marche. Non, mais attendez, arrêtez. C'est la police qui l'a fichu par terre. Et le gars n'est pas toxicomane. Même si c'est un... Je sais pas, peut-être qu'il a pris quelque chose, mais s'il a pris quelque chose, peut-être il y a une semaine, et peut-être que c'est peut-être pas beaucoup qu'il a pris, mais c'est pas un grand toxicomane, parce que c'est pas possible. Un toxicomane ne peut pas marcher comme ça. Un toxicomane, vous avez déjà vu un toxicomane se mettre debout et être à l'aise comme ça? Non, mais arrêtez, quoi. Et vous croyez qu'il y a besoin d'être toxicomane pour mourir? Quelqu'un... vous êtes dans un maquis en train de boire du Fanta et quelqu'un vient vous cogner comme ça et vous avez besoin d'être toxicomane pour mourir. Faut arrêter, quoi. Je veux dire, mon cher, t'as ta bouteille d'eau minérale, hein. Ma chère, tu bois ta bouteille d'eau minérale, n'importe qui vient, il t'écrase, tu meurs. T'as pas besoin d'être toxicomane, je te jure. Quelqu'un te frappe, il te cogne, tu meurs. Si tu bois de l'eau, tu n'es pas alcoolique, n'importe quoi, tu vas mourir. T'inquiète pas. Donc ça, c'est pas une question de toxicomane. Je suis désolée. Voilà. Alors là maintenant, je voulais parler. Alors je vais encore parler d'un autre sujet. Donc comme je vous ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à cette affaire parce que il y a des gens sur YouTube, hein, des grands YouTubeurs qui ont fait des super vidéos. Donc je ne vais pas me mettre à répéter tout ce qu'ils ont dit. Ça sert à rien. Voilà. Donc alors, je vais vous parler maintenant du fils de Madonna. Donc le fils de Madonna, c'est le fils adoptif de la chanteuse Madonna. Donc, alors ce n'est pas parce que c'est le fils de Madonna, hein, parce que des fois il y a des gens qui vont dire ah ben tiens, elle parle de lui parce que c'est le fils de Madonna, parce qu'il a l'argent. Non, 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 c'est pas parce qu'il a l'argent, c'est pas parce que c'est le fils de Madonna, parce que même si c'était une personne que je connaissais pas et qui n'avait pas l'argent, j'allais quand même parler de la personne. Donc c'est pas une question de Madonna, ouais c'est Madonna, c'est le fils de Madonna. Non, non, moi je m'en fous, c'est pas une question de ça. Mais je vais vous dire, le fils de Madonna a fait une danse sur YouTube, enfin sur Internet, hein. Il a fait une danse de Michael Jackson. Voilà, le fils de Madonna, lui, c'est comme ça qu'il s'exprimait. On est tous des humains, on ne s'exprime pas de la même manière. Donc lui, ce qu'il a trouvé à faire, il a fait une danse de Michael Jackson et je trouve que c'est très bien. Je le félicite parce qu'il est courageux et en plus, il danse très bien. Le fils de Madonna, c'est un grand danseur. Moi, j'étais vraiment scotché par sa prestation. Et c'est pas parce que c'est le fils de Madonna, hein. C'est pas parce que c'est son fils, parce que moi, je m'en fous. C'est pas ça. Mais c'est vraiment que moi, j'ai jugé la personne, j'ai jugé sa prestation de façon objective. Que ça soit l'enfant d'un tel, de n'importe qui, c'est pas mon problème. Mais moi, je trouve qu'il danse bien, c'est tout. Voilà. Et au fait, il y a des gens qui trouvent que ça va pas résoudre le problème. Mais je suis tout à fait d'accord. Je sais très bien qu'une danse ne va pas résoudre les problèmes de racisme dans le monde. On le sait. Mais même son fils n'est pas bête. Son fils, quoi, c'est pas un bébé. Son fils, c'est un gars qui a un certain âge. Je sais pas quel âge il a, mais son fils, c'est très bien. Son fils, il a fait cette danse. Il sait pourquoi il a fait cette danse et il sait très bien que cette danse ne va pas résoudre les problèmes de racisme dans le monde. Mais ça, il le sait. Il n'y a même pas besoin de lui dire. Il le sait très bien. Mais justement, si son fils a fait cette danse, c'est pour une raison. C'est parce qu'il a voulu vous passer un message. Donc, ce que vous devez faire maintenant, c'est essayer de comprendre justement pourquoi son fils a fait cette danse. Parce que là, je n'ai rien vu, je n'ai pas vu d'explication. Mais oui, il a fait cette danse, il a dansé une danse de Michael Jackson parce qu'il a voulu vous montrer quelque chose. Il ne pouvait pas vous parler comme ça, mais il a voulu vous montrer quelque chose et c'est pour ça qu'il a fait cette danse de Michael Jackson. Donc maintenant, allez chercher pourquoi il a fait cette danse de Michael Jackson, mais ce n'est pas pour résoudre le problème de racisme. Son fils n'est pas bête et il sait très bien qu'il ne va pas résoudre en un jour un problème de racisme avec une danse. Ça, on le sait. Mais si il a fait cette danse, c'est pour une raison. Donc maintenant, à vous d'aller chercher la raison.
Moi, je vais vous expliquer pourquoi il a fait cette danse, mais c'est bien aussi de vous poser la question, pourquoi il a fait cette danse? Alors, par rapport au fait, aux violences, par rapport à la discrimination raciale, aux violences policières, c'est vrai que les violences policières sont le plus souvent dans les quartiers défavorisés. C'est vrai que les violences policières, des fois, ça, c'est plus dans les cités. Enfin, aux États-Unis, je sais, je ne sais pas vraiment aux États-Unis tout le temps parce que moi, j'habite pas aux États-Unis. Mais je sais quand même qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de précarité. Je sais qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la précarité et même s'il y a des Noirs qui ont réussi, même s'il y a quelques Noirs, quelques personnes voilà, qui ont réussi, c'est pas la majorité au fait. Il y a des Noirs qui se sont battus, certes, pour réussir, oui, qui se sont battus, qui ont connu des humiliations, mais qui ont réussi quand même à faire quelque chose dans leur vie. Et j'en sais quelque chose d'ailleurs parce que je vais vous dire, il n'y a pas besoin d'être noir de peau, d'être complètement noir pour souffrir, hein, pour se battre, pour arriver à quelque chose. Voilà, je vais vous dire, c'est pas une question forcément d'être complètement foncé, parce que comme vous voyez, moi, vous voyez que je suis claire de peau, je ne suis pas une personne quand même hein, très foncée de peau, et ça n'a pas empêché que je me suis battue dans ma vie pour arriver à ce que je veux faire, et on m'a pas fait de cadeau, croyez-moi, c'est pas parce que ma mère est blanche. Oui, ma mère est blanche, mais croyez-moi que mon chemin, mon parcours a été très difficile et je peux vous dire qu'on ne m'a pas fait de cadeau et c'est pas parce que ma mère est blanche, c'est pas parce que je suis claire que, hein, qu'on m'a tout donné sur un plateau et que les choses sont venues comme ça. Croyez-moi, ce n'est pas ça du tout. Au cas où il y a des personnes qui ne le sauraient pas, ce n'est pas parce qu'on est clair, ce n'est pas parce qu'on est clair que tout est facile. Parce que des fois, moi j'ai des amis, hein, j'entends, bon, des amis qui sont un peu plus foncés que moi. Voilà, des amis, même des fois des amis ivoiriennes, des amis même ivoiriennes en Côte d'Ivoire et tout ça, qui me disent, oui, hein, moi si j'étais un peu plus claire, je vais mettre un peu de produit là, hein, parce que je vais être claire comme toi et puis ça va être plus facile. J'écoute ma chère. Je dis, bon, en tout cas, si tu réussis, hein, si tu deviens millionnaire, je serai contente pour toi. Hein. Si tu deviens millionnaire, tu m'invites dans ton château, il n'y a pas de souci. Je serai contente de ta réussite, mais en tout cas, ma chère, ne crois pas que parce que tu vas devenir claire ou que tu vas mettre des produits et que tu vas être claire comme moi, que tout va être facile. Parce que je vais te dire que moi, mon parcours a été très difficile et qu'on m'a pas fait de cadeau, je peux te dire, et que tout ce que j'ai fait dans ma vie, là, je me suis battue jusqu'à fond. Hein, je me suis battue, j'ai continué à me battre jusqu'à plus de 30 ans d'âge. Hein, jusqu'à même plus de 35 ans d'âge. Et c'est pas parce que tu es claire, faut pas croire que parce que tu es claire que les choses vont venir comme ça. Parce que moi, je suis claire et je vais vous dire que si je devais vous raconter toutes les discriminations dont j'ai été victime, je pourrais faire un livre de 400 pages. Mais j'ai pas envie de faire des histoires. Hein, mais je pourrais faire un livre de 400 pages depuis mon lycée. Comment on m'a cassé mes notes, mais tout ce que j'ai vécu, même ici en France, je ne veux même pas vous raconter, je pourrais faire un livre de 400 pages. Pour vous raconter toutes mes tuiles, toutes mes histoires et tout ce qu'on m'a fait, c'est pas possible. Donc je vais vous dire, la discrimination raciale, c'est quelque chose qui touche aussi bien les personnes qui sont claires que les personnes qui sont noires. Il suffit que vous soyez même un petit peu africain, hein, que vous ayez une arrière-grand-mère africaine ou un grand-père africain, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'être complètement noir pour avoir des problèmes. Donc je vous le dis, voilà. Même si vous êtes blanche, que vous avez votre grand-mère qui est noire, ça suffit, il n'y a pas besoin d'être complètement noir. Hein. Donc vous inquiétez pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Par exemple, je voulais par exemple vous donner l'exemple, hein, si je vous donne l'exemple de Meghan Markle, hein, Meghan Markle par exemple, bon, elle est beaucoup plus claire que moi, Meghan Markle, elle est vraiment, hein, elle est encore plus claire que moi, et malgré que ses cheveux sont lisses et qu'elle est claire de peau, ça ne l'a pas empêché ça n'a pas empêché de recevoir des insultes dans la presse et de voir, je crois, son enfant traité de je sais pas quoi. Donc c'est pour vous dire que il suffit que vous ayez un arrière-grand-parent, il n'y a pas besoin d'être complètement noir pour avoir des problèmes. C'est ça que j'essaie de vous dire. Alors, par rapport à la discrimination raciale, il faut savoir que la discrimination raciale, ce n'est pas une question d'argent. Par contre, les violences policières, c'est vrai que c'est le plus souvent dans les quartiers défavorisés, surtout en France, dans les cités. Tout ce qui est violence policière, c'est plus les cités. C'est sûr que les policiers vont aller plus dans les cités, au fait. Et donc, c'est sûr que ça va être plus souvent dans les cités. Mais en dehors de ça, quand je parle de discrimination raciale, il faut savoir que la discrimination raciale, ça touche
toutes les classes, au fait, c'est pas une question d'argent. Tu peux être riche, tu peux être dans une superbe maison, je veux dire, tes parents peuvent être des gens riches, et tu peux te voir refuser des CV, tu peux te voir refuser des postes, tu peux te voir virer de certaines entreprises, même si ton père a de l'argent. Et donc, c'est pour vous dire que c'est pas une question d'argent, je vous assure. Parce que des fois, j'entends des gens qui disent ouais, moi, ils m'ont pas pris pour le travail, ils m'ont pas embauché parce que j'habite dans une cité, parce que mes parents viennent de la cité. Mais c'est pas une question de cité, tu sais. C'est pas une question de cité. Il y a des jeunes qui habitent dans des beaux quartiers, même ici en France. Ici en France, il y a des jeunes qui sont dans des beaux quartiers, qui n'habitent pas dans des cités, et qui font une centaine de CV par jour, une centaine de CV par jour, et qui se font virer, qui se font refuser du travail, et qui n'arrivent pas à trouver du travail. Et c'est pas des jeunes qui habitent dans des cités, c'est pas des jeunes qui n'ont pas d'argent. Il y a des jeunes qui ont l'argent, mais qui n'arrivent pas à trouver de travail, et qui n'ont pas de travail, et qui ne sont pas embauchés, et c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc c'est pas une question d'argent. Le fait au fait d'être victime au travail, c'est pas parce que c'est pas une question d'être pauvre ou d'être riche. Il y a des pauvres, d'accord, il y a des pauvres qui souffrent, qui n'arrivent pas à trouver du travail, mais il y a des personnes aussi qui ont, enfin financièrement, qui sont bien et qui ne trouvent pas de boulot, je peux vous dire. Donc c'est pas une question. Il y a des personnes, moi j'ai des amis qui habitent dans des beaux quartiers, je connais des jeunes qui habitent dans des beaux quartiers et qui ne trouvent pas de travail et qui n'habitent pas dans des cités, qui n'habitent pas dans des ghettos, qui sont dans des beaux quartiers, mais qui ne trouvent pas de travail. Donc aujourd'hui, la discrimination raciale, ça touche tout le monde. C'est pas une question de riche, c'est pas une question de pauvre. Vous pouvez avoir une très belle maison, vous pouvez être riche et ne pas être respecté, ne pas être respecté, vous faire humilier par des gens, ne pas être respecté. Et c'est pas une question d'argent. Et même la santé. Regardez Michael Jackson. Michael Jackson était très célèbre. C'est un grand artiste. Est-ce que vous croyez que Michael Jackson a été soigné? Michael Jackson n'a pas été soigné normalement, je suis désolée. Il est mort à 50 ans. 50 ans, c'est quand même jeune. 50 ans, c'est pas... c'est 50 ans, tu peux encore faire des choses. 50 ans, c'est pas un âge très avancé quand même. Et regardez Michael Jackson. Michael Jackson était très célèbre. Mais regardez, on ne l'a pas soigné. Il est mort d'ailleurs bizarrement. Et on ne l'a pas soigné. Donc, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'habiter... Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être dans un ghetto. Il n'y a pas besoin d'être dans une cité. Il n'y a pas besoin de ne pas être connu, même pour être victime de discrimination raciale. Il y a même des gens connus qui sont victimes de discrimination raciale. Et ce n'est pas une question d'argent. Il y a des enfants de riches qui ne sont pas soignés, des enfants de riches qui n'ont pas accès à certains soins parce qu'on ne s'occupe pas d'eux. Il y a des enfants de riches qui ne reçoivent pas forcément les soins médicaux qu'ils doivent recevoir. Il y a des enfants de riches qui sont très mal soignés. Il y a des enfants de riches qui meurent parce qu'ils ne sont pas bien soignés, ils sont très mal soignés. Donc ce n'est pas une question d'argent. La discrimination raciale n'est pas une question d'argent. Non, la discrimination raciale, ce n'est pas une question d'argent. Tu peux être noir, tu peux être riche, tu peux habiter dans un château, tu peux avoir beaucoup d'argent sur ton compte et ne pas être soigné, ne pas être accepté dans ton travail, ne pas être respecté. Et tu peux être un homme noir, tu peux être un homme riche, avoir une grande maison, une grosse voiture et ne pas te faire respecter et être ségrégué et ne pas avoir même le droit d'être soigné correctement. Donc je suis désolée, c'est pas une question d'argent. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ça le message que le fils de Madonna a voulu vous faire passer d'ailleurs. Le message que le fils de Madonna a voulu vous faire passer, c'est que la discrimination raciale, ça touche tout le monde. Regardez Michael Jackson. Regardez. Il est mort d'une façon vraiment bizarre. Et c'est un homme qui était très célèbre. Alors, c'est pour vous dire que c'est pas parce que tu es monsieur un tel, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux pas être victime de discrimination raciale. Ton nom ne te couvre pas. Tu peux t'appeler monsieur un tel, tu peux avoir un compte en banque bien et tu peux avoir des problèmes. C'est pas parce que tu es riche que tu t'appelles monsieur un tel que tu peux pas ne pas avoir de problème. Tu peux être victime de racisme même si tu t'appelles monsieur un tel, tu as un grand compte en banque, tu habites dans un château, tu as une superbe voiture, tu peux quand même être victime de racisme. Et c'est pour ça que ça touche tout le monde. Faut pas te dire ah ouais parce que je suis à l'aise, voilà, j'ai réussi aujourd'hui, je suis un grand type, je suis dans une grande maison et voilà, je ne suis pas victime, je ne suis pas concernée. Mais ce n'est pas vrai, mon cher. Ce n'est pas vrai, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Tu peux t'appeler Madame Intel, tu peux t'appeler Madame Intel, tu peux habiter dans une superbe maison,
Tu peux t'appeler Madame Intel, habiter dans un beau quartier, une superbe maison, hein, avoir une énorme voiture de je ne sais pas combien de millions et être victime de discrimination raciale. Voilà, de discrimination raciale. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est pas une question d'être riche, d'être pauvre. Tu peux être riche et avoir des problèmes. C'est pas parce que tu es riche que tu ne peux pas avoir des problèmes. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut bien faire attention et pas toujours croire que ouais, parce que je suis Madame Intel, j'ai ça, donc voilà, je fais pas attention, je ne suis pas prudente. Désolée, c'est tout le monde qui est touché par ce problème, ce fléau-là. Oui, c'est un fléau et c'est tout le monde qui est touché par ça. C'est pas seulement une catégorie, une classe sociale qui est touchée par ça. Donc ça, je tiens bien à le préciser. Voilà. Tu as beau habiter dans un château, tu as beau être dans une belle voiture, tu es noir, tu es noir. Si tu es métisse de descendance africaine, tu as beau habiter dans un château, tu as beau avoir une belle voiture, ben, tu es toujours métisse, mon cher. Je suis désolée, et tes grands-parents sont africains, donc... Alors, un dernier point sur lequel je voudrais vous parler. Donc, un dernier point que je vais aborder avant de terminer ma vidéo. Je sais que j'étais très bavarde, mais c'est pour dire des choses, hein, des choses que j'ai à dire qui sont importantes. Donc, voilà. Alors, un dernier point, je voulais vous parler de la cité. Je voulais vous parler de la cité parce que j'ai des amis qui habitent dans des cités et j'ai des amis qui n'habitent pas dans des cités. Et justement, la discrimination raciale, ce n'est pas une question d'être dans une cité, parce que moi j'ai des amis qui habitent dans des cités et qui ne trouvent pas de travail et qui sont discriminés, hein, mais j'ai aussi des amis qui n'habitent pas dans des cités et qui sont aussi discriminés. J'ai même des amis qui sont en villa dans certains quartiers et qui ne sont pas dans des cités et qui ne trouvent pas de travail et quand ils trouvent du travail, on les casse, ils sont discriminés et ils ne sont pas dans des cités. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement une question de cité, même si les cités, même s'il y a certains qui sont défavorisés dans les cités, la discrimination raciale ne s'arrête pas aux cités, elle va au-delà des cités et c'est ça que je voulais dire. Maintenant, dernier point, je voudrais vous parler de la cité et du ghetto. Parce que j'entends souvent, oui, le cité, voilà, j'entends parler de ghetto, de cité, de ghetto. Donc, je vais être claire là-dessus. Moi, j'ai trouvé ma définition du ghetto. Oui, j'ai trouvé ma définition du ghetto et je vais vous donner ma définition du ghetto. Mais pour moi, la cité, c'est pas un ghetto. Pour moi, la cité, c'est un lieu, un grand lieu noble. La cité, c'est un grand lieu noble pour moi, même s'il y a des problèmes dans les cités. De toute façon, s'il y a des violences dans les cités ne sont pas violentes à la base. Hein, ce sont des personnes qui ont apporté la violence dans les cités. Et c'est à cause de la discrimination et de la ségrégation qu'il y a de la violence dans les cités. Mais à l'origine, les cités ne sont pas des endroits, c'est pas des endroits violents. La cité, au fait, c'est des cités où des personnes ont grandi. C'est des cités où des parents courageux qui ont travaillé dur ont élevé leurs enfants, mais c'est aussi des cités où des enfants ont fait grandir leurs parents parce qu'ils se sont construits avec leurs parents ou avec des amis, mais ils ont fait aussi grandir leurs parents parce que quand ils sont devenus grands, ils ont tout fait pour s'en sortir, même si certains n'ont pas forcément réussi, ils se sont battus pour leurs parents. Donc pour moi, la cité, c'est des endroits où il y a des histoires, il y a des personnes qui ont eu des histoires dans les cités, il y a des grandes histoires familiales dans les cités, des grandes histoires d'amour, des grandes histoires d'amitié. Donc pour moi, les cités, ce sont vraiment des endroits riches en histoire et il n'y a pas besoin d'aller visiter un château. Il n'y a pas besoin d'aller visiter un château en France pour avoir des histoires, parce que dans les cités, il se passe beaucoup d'histoires et même s'il y a de la violence dans les cités, il n'y a pas que de la violence. Dans les cités, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a des retrouvailles, il y a des séparations, il y a des émotions dans les cités et les cités aussi, ce sont des endroits où il se passe de belles choses. Les cités, c'est pas que de la violence. Donc s'il vous plaît, parlez-nous un peu des cités, mais de ce qui se passe, sur le plan émotionnel et pas seulement de je sais pas quoi là, de vos fusils ou de machin. Arrêtez de filmer tout ça. On sait très bien de toute façon que la violence a été apportée parce qu'il y a de la discrimination. Mais nous maintenant, montrez-nous des choses positives. Chers journalistes, je sais pas, quand vous allez dans les cités, montrez des choses. Il y a des choses qui se passent. Il n'y a pas que de la violence, c'est pas possible. Même s'il y a de la violence, je suis d'accord, mais toutes les personnes qui sont dans les cités ne sont pas des personnes violentes.
Moi, j'ai des amis qui habitent dans des cités qui ne sont pas des gens violents, qui vont pas venir vous frapper. Enfin, non, mais franchement. Donc, arrêtez cette étiquette-là, hein, franchement, parce que là, il y en a marre. Alors, je vais vous dire pour le ghetto. Alors, pour moi, le ghetto, ce n'est pas la cité. La cité n'est pas un ghetto pour moi. Voilà. Et le ghetto, pour moi, c'est le groupe de personnes qui organisent la discrimination. Le groupe de personnes qui cassent les gens parce qu'ils viennent des cités, pour moi, c'est eux le ghetto. En somme, le ghetto, c'est ceux qui organisent la discrimination. Ceux qui organisent la ségrégation et la discrimination, c'est eux le ghetto. Le ghetto, c'est les gens qui vous cassent là. Hein. Le ghetto, c'est le groupe de gens, quand vous venez avec votre CV et qu'ils regardent votre adresse et qu'ils ne vous prennent pas parce que vous êtes dans une cité, ça c'est le ghetto. Pour moi, c'est ça le ghetto. Le ghetto, pour moi, c'est les gens qui organisent la discrimination, c'est eux les ghettos. Ce n'est pas la cité, le ghetto. Donc ça, c'est ce que je voulais, le message que je voulais faire passer pour vous expliquer qui sont les vrais ghettos. Les vrais ghettos, c'est les gens qui organisent la discrimination. Et croyez-moi, j'ai eu affaire à ces ghettos-là, à ces gens-là. Et même parmi eux, il y en a même qui m'ont fait des coups, qui m'ont cassé mes dossiers dans les administrations. Donc moi, j'ai vécu ça, je comprends très bien. Je n'habite pas dans une cité, je n'habite pas dans une cité, mais je comprends très bien, vous les jeunes des cités, ce que vous vivez. Parce que moi, je vis la même chose que vous. Mais moi, j'habite pas dans une cité, mais j'ai vécu la même chose. Donc je sais de quoi vous parlez. Et le ghetto, c'est cette bande-là. Hein, qui organise la discrimination, c'est eux les ghettos, c'est pas vous, c'est pas la cité, le ghetto, c'est ces gens-là. Donc là, moi, je tenais à préciser ça. Et voilà, donc sur ce, je vais terminer. En tout cas, j'espère vraiment que nous allons à l'avenir être plus solidaires, que les gens vont plus se rassembler et que nous allons également lutter contre ce fléau-là de discrimination, hein, qui gagne du terrain et qui, malgré les combats, on ne sait pas pourquoi, ça refait toujours surface. Il suffit qu'on se repose, hein, qu'on décide de souffler un petit peu pendant 2 mois et ça y est, quoi, ça reprend. Donc voilà, donc là maintenant, je sais pas, il faudra trouver des solutions. Donc on verra bien à l'avenir ce qui se passera. Ben, sur ce, je vous laisse et on se dit à bientôt pour 2 prochaines séquences. D'ici là, j'espère que j'aurai des idées et que je pourrai faire d'autres vidéos. En tout cas, j'ai vraiment plaisir à faire mes vidéos parce que moi, c'est vraiment l'amour de la vidéo. J'ai l'amour de la vidéo, j'adore ça, j'adore faire des vidéos et je fais pas ça que pour dire que je suis sur YouTube, mais je fais ça aussi parce que j'aime bien et que c'est une vraie passion. Et voilà, donc c'est pour ça aussi que je suis là, c'est par ma passion de la vidéo et pas seulement pour dire voilà, coucou, je suis sur YouTube. Non, parce que là, ma motivation, ce n'est pas que d'être sur YouTube. Ma motivation, c'est que je suis une passionnée de la vidéo, j'adore. Voilà, j'adore la vidéo, je l'assume et tout va bien. On garde le moral surtout, on ne se décourage pas, hein, parce qu'on a vraiment besoin de force pour affronter cette société, je vous assure, qui vraiment, ça empire avec les années. Là, on est en 2020, je ne sais pas comment ça va être en 2022, mais franchement, bon, restons positifs dans notre tête et dans nos actions. L'épouse du policier qui a mis fin au jour de George Floyd, a décidé de divorcer de ce policier. Alors son épouse, je crois que c'est une asiatique, c'est une asiatique. C'est une femme qui est claire de peau, elle est carrément blanche de peau et elle a des cheveux très raides et c'est une asiatique. Et l'épouse du policier là. Cette femme asiatique, quand elle est arrivée aux États-Unis, ça a été très dur pour elle. Même si elle a une peau blanche et elle a des cheveux raides. Elle a eu du mal au départ, elle a été beaucoup victime de discrimination. Elle a eu beaucoup de barrages et ça a été très dur pour elle de réussir aux États-Unis, mais elle s'en est sortie quand même. Mais elle a été victime de beaucoup de discrimination et cette femme, c'est une femme qui est blanche de peau. Et c'est une femme qui a des cheveux raides et c'est pas une femme qui a des cheveux crépus et c'est pas une femme qui a une peau noire. Et donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une peau noire et qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir des cheveux crépus pour être victime de discrimination. Vous pouvez être une femme avec une peau blanche et avoir des cheveux raides et être victime de discrimination. C'est le cas de l'épouse du policier. L'épouse du policier qui est une femme asiatique et quand elle est arrivée aux États-Unis, ça n'a pas été facile pour elle, ça a été très difficile pour elle. Et cette femme-là, ce n'est pas une femme qui est noire et c'est pas une femme qui a
aussi qui a des cheveux, enfin je veux dire qui a un cheveu afro et elle a des cheveux très 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 raides. Et malgré ses cheveux raides et malgré son teint blanc, ça n'a pas empêché d'être victime de discrimination. Donc c'est pour vous dire qu'on peut être blanche aussi, on peut aussi avoir des cheveux raides et avoir des problèmes. Donc cette femme, c'est une asiatique. Voilà, c'est une femme qui fait partie des minorités aux États-Unis, c'est une asiatique et elle a eu des problèmes quand elle est arrivée aux États-Unis, ça n'a pas été facile pour elle. Et aujourd'hui, ben, elle a décidé de divorcer de son policier parce que, bon, voilà, elle a été vraiment choquée elle a été vraiment choquée par la mort de George Floyd et donc elle a décidé de quitter son mari, elle a décidé de divorcer de ce policier. Voilà. Donc après, moi, je ne vais pas juger parce que ça ne me regarde pas, mais c'est vrai que dans des circonstances comme ça, bon, c'est pas forcément évident de vouloir rester avec un mari qui fait un truc comme ça. C'est, ben, c'est